Bienvenue dans Pulsation, le podcast des parcours les plus inspirants du monde de la santé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu et à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Bonjour Bernadette. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu viens te présenter brièvement ? Alors donc, je m'appelle Bernadette Fabregas, j'ai 65 ans et j'ai toujours habitude de dire en préambule que je suis une infirmière du siècle dernier. Mais oui, alors c'est pas si loin que ça, mais j'ai quand même été diplômée en janvier 1980 à l'IFSI. À l'époque, ça s'appelait encore une école d'infirmières de Nîmes. Et j'ai fait donc la dernière promotion de 28 mois. D'accord. Voilà. Ah oui. Donc, après ça, j'ai exercé une douzaine d'années et je suis devenue, alors on va en parler après, entre guillemets, journaliste santé dans le milieu professionnel, évidemment, au plus près des infirmières et des professionnels de santé. Et depuis le 1er janvier 2021, je suis donc une jeune retraitée, mais je continue à travailler comme journaliste freelance puisqu'il y a encore quelques médias qui me font confiance en me proposant quelques menus projets et notre mission. Voilà. On commence toujours par une question qui est simple, c'est pourquoi la santé à la base ? Alors, pourquoi la santé ? Alors, effectivement, quand on est ado, généralement, on se dit toujours que la santé, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce qu'il y a de belles valeurs, de belles missions à mener, etc. Des fois, ça peut être un piège aussi. Et je me méfie toujours aussi des gens qui disent qu'ils ont fait la santé pour réparer quelque chose. Ouais. Je dis ça parce que ça a été un peu mon cas, finalement aussi. Oui. Donc, effectivement, quand j'avais 15 ans, j'ai perdu ma mère. Effectivement, je suis allée beaucoup à l'hôpital, effectivement, parce que ça a été des suites d'un accident de voiture. Et j'ai beaucoup, donc, fréquenté les hôpitaux pendant quelques mois. Et je ne me souviens pas, en fait, dans cet environnement-là, avoir vu des soignants. Je ne m'en rappelle pas. En fait, je ne me rappelle que de l'environnement hospitalier, qui me paraissait assez froid, assez lugubre et assez, quand même, angoissant pour une ado. Et donc, je m'étais, je crois, jurée de ne jamais devenir soignante. Bon. Le temps a passé, je me destinais plutôt à devenir professeur d'éducation physique. J'étais quelqu'un de très sportif, etc. Et puis, arrivé au bac, il y a eu quelque chose qui s'est passé et je me suis dit, mais pourquoi pas devenir soignant ? Bon. Donc j'ai passé le concours d'école d'infirmière, j'ai passé aussi le concours de l'école de sage-femme. Okay. Donc j'ai eu les deux, mais sur sage-femme, j'ai été en liste d'attente et ce n'est pas remonté. Donc je crois que j'aurais aimé être sage-femme. Je crois que c'est un métier assez spectaculairement magnifique. Mais bon, donc, je suis partie sur l'école d'infirmière, donc 28 mois, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vraiment 2 années et demie d'études tout à fait superbes que je n'ai absolument pas regrettées, jamais. Et donc, pour en revenir à l'idée de la réparation, effectivement, je crois que... Je me souviens d'ailleurs de mon entretien oral pour le concours, où j'ai dû dire ce truc-là. Parce que je crois que si aujourd'hui j'étais enseignante et que j'interviewais des futurs soignants candidats, et je leur demandais leur motivation, s'ils me disaient qu'ils étaient là pour réparer quelque chose, je ne sais pas si c'est vraiment ça mettrait une alerte. C'est une alerte. Je crois même que j'ai dit, oui, effectivement, moi je voudrais aussi, par ce métier, réparer quelque chose de l'ordre de l'intime, parce qu'effectivement, voilà. Donc, j'en ai pas beaucoup dit plus, mais en tous les cas... je suis partie dans ces études-là et après, finalement, je n'y ai plus réellement pensé et j'ai adoré cette formation et j'ai adoré ce métier. Pourquoi infirmière, ou sage-femme qu'est-ce qui t'a orienté pas vers kiné, pas vers médecine? Je crois aussi que c'était en tous les cas, infirmier, c'était des études courtes. Ouais. Et que moi, j'avais un besoin d'évasion assez évident et que je me suis dit, à 21 ans maxi, tu es dans la vie active, tu gagnes ta vie et dans le milieu du travail et que ça va être beaucoup plus rapide que, effectivement, peut-être d'autres études, même médecine auxquelles j'aurais peut-être pensé, mais non. Non. Ça demande beaucoup de sacrifices, on ne se rend pas compte, mais en plus, faire médecine, ça demande beaucoup de sacrifices. Donc c'est des choix qui sont
Chacun sa personnalité, chacun son envie de faire ce qu'il veut et de mener sa carrière qu'il a envie. Il y a pas D'autant que dans ma famille, il n'y avait pas de soignants. Donc en fait, moi j'étais la dernière d'une famille de 4 enfants. Et donc j'avais l'impression un peu de choisir, d'avoir la liberté de choisir ce métier. Et donc voilà, aucun regret là-dessus. Et tu peux nous raconter un peu ton parcours, du coup, depuis la fin de ses études et l'obtention de ce diplôme jusqu'à... D'accord. Alors donc, pendant les premières années, alors curieusement, c'était absolument l'inverse qu'actuellement, c'est-à-dire que quand je suis sortie, moi, en janvier 80, pénurie de postes. Ah oui. En tous les cas, dans le milieu de la France, j'avais fait Nîmes, Montpellier, Avignon, tous les établissements de santé du coin et au-delà, et pas de poste. Donc en fait, peut-être parce que c'était le mois de janvier, c'était peut-être pas le bon moment pour être recruté dans les établissements, je ne sais pas. Donc je suis partie en intérim. Premier poste, l'hémodialyse. Dans un bled perdu de la montagne dans l'Ain. Où j'ai débarqué en bus dans un service d'hémodialyse. Je ne connaissais absolument pas le secteur. Et donc là, on se dit... Alors normalement, quand on fait de l'intérim, on arrive dans un service et on se dit, on est là pour travailler, quoi. Oui. Ben là, j'ai été là pour me former, en fait, pendant au moins 15 jours, parce que c'est un univers quand même... qui est très particulier. Très particulier, très technique, où en plus, c'est assez flippant. Il ne faut quand même pas faire n'importe quoi, avec des patients aussi qui sont... très regardants parce que c'est des patients chroniques, ils ont l'habitude d'avoir toujours un peu le même personnel, ils reviennent là tous les 2 jours, etc. Et donc, d'ailleurs, au début, ils m'appelaient la neuve. La neuve. Ah tiens, aujourd'hui, c'est la neuve. C'est la neuve qui va nous piquer. Bon, donc, voilà, ça a été pendant quelques mois, puisqu'en fait, l'intérim, et puis après, il y a eu... des postes en gériatrie, des postes en chirurgie, des postes en réa. Et je suis assez vite arrivée sur Paris avec la personne que j'ai rencontrée, qui est devenue mon mari et qui l'est toujours d'ailleurs. Donc voilà, on notera la grande carrière aussi maritale. Conjugale. Et donc, arrivé à Paris, alors là, par contre, c'était un peu l'inverse. On habitait rue du Faubourg Saint-Antoine, à côté, il y avait l'hôpital. Et qu'est-ce que je suis allée frapper à l'hôpital Saint-Antoine en disant... me voilà, en gros, je suis infirmière, avez-vous un poste? Mais oui, mademoiselle, vous commencez demain en chirurgie digestive, incroyable. Ouais. Donc, en fait, en service de jour en plus, alors que généralement, à l'assistance publique, on rentrait soit de nuit, soit de garde, etc. Donc... je me suis donc retrouvée en chir digestive et en réa digestive dans un service qui était absolument incroyable, où ils faisaient des montages à l'époque sur des pathologies très, très compliquées. Donc, c'était vraiment... Là, j'ai beaucoup appris en technique. Mais je ne suis pas restée à l'assistance publique. À l'heure où j'aurais pu être... comment on dit, titularisée, je suis partie parce qu'en fait, on me proposait dans la presqu'île de Gien, alors tu dois connaître l'hôpital René Sabran. Oui, tout à fait. Et alors là, en fait, comme j'avais fait de l'hémodialyse et que j'avais entre-temps travaillé avec une équipe lyonnaise, l'été, en fait, on montait un service pour les patients qui étaient dialysés à domicile et qui avaient besoin de vacances. Et donc, en fait, on descendait pendant 2 mois et demi, du 1er juillet au 15 septembre, dans un service désaffecté où on arrivait avec les machines, les techniciens, etc. 2 infirmières, 2 aides-soignants, un technicien. Et on s'occupait de ces patients qui, par ailleurs, s'occupaient très bien d'eux, puisqu'en fait, ils avaient l'habitude de dialyser à domicile. Donc, c'était assez sympathique. On était logés, nourris sur place. On avait la plage privée. Voilà, donc c'était... Du coup, on ne perdait absolument pas au change. J'ai pas perdu au change de pas avoir accepté la titularisation de l'assistance publique. J'ai été en stage pendant mes études à l'hôpital et c'est vrai que le cadre est magnifique, à la plage privée dans l'hôpital. Donc on n'avait pas l'impression d'être en plein été, puisqu'en fait, on avait une plage privée. Une année, l'année d'après, d'ailleurs, j'ai fait ça 2 années de suite. L'année d'après, on est même venu avec notre chien. Enfin bon, voilà. Donc, c'était la colonie plus que... Oui, c'était vraiment presque des vacances. Donc ça, c'était vraiment une très bonne expérience. Et ensuite, donc, on est remonté sur Paris, bien sûr, puisqu'on y vivait. Et j'ai travaillé dans un hôpital de réanimation néonatale à Montreuil. Et là, en fait, j'y ai fait 4-5 ans dans ce service, assez magnifique aussi,
qui était très très dur, mais malgré tout, avec une très très belle ambiance d'équipe. Et puis on travaillait vraiment en collaboration avec les médecins, les anesthésistes, etc., les internes, le SAMU. C'était de très très belles expériences. Et aussi, on travaillait au plus près des parents. Puisque ces enfants, souvent, restaient des semaines, voire des mois hospitalisés. Et donc, il y avait aussi cette proximité et ce côté éducatif auprès d'eux, etc., dans un univers quand même où on n'avait pas toujours non plus des très, très bonnes nouvelles. Bien sûr. Donc, ça a été un peu la fin de ma période, on va dire, active dans les établissements de santé. Entre-temps, j'avais eu un premier fils. Et donc, je suis partie faire de la formation à Aubervilliers, dans un institut de formation qui était l'Institut Louis Couvet à l'époque. Et là, pendant une année, on m'a confié une promotion d'aide-soignant. Alors les aides-soignants, je trouvais que c'est assez formidable. Alors c'est vrai qu'on n'en parle jamais des aides-soignants. C'est une profession qui a vraiment besoin aussi d'être extrêmement valorisée, qui est assez peu valorisée. Enfin, ils se sentent peu valorisables, alors que vraiment c'est aussi des professionnels qui ont beaucoup de choses à dire, à faire, à revendiquer et à valoriser de fait. Je me permets, le terme d'aide-soignant, je ne peux plus le supporter. Déjà, c'est des assez soignants limite. à part entière. Voilà. Je trouve que c'est quand même... Déjà, quand on dit aide-soignant, c'est qu'on met à côté du soin, alors qu'en vérité, c'est eux qui font le plus de soins. Enfin, je veux dire, c'est ce que je dis toujours, moi, dans le mot aide-soignant, ce qu'il faut retenir, c'est le mot soignant, surtout. Donc, une année au plus près de cette petite promotion d'aide-soignant. Et donc, à ce moment-là, j'étais en train de me demander un peu, ça faisait presque une douzaine d'années que j'exerçais comme infirmière, il y avait quelque chose qui était en germe, une idée de changement. J'avais pas vraiment envie de faire une spé, que ce soit cadre ou que ce soit IBOD, IAD ou autre chose. Et donc, j'ai commencé à me demander qu'est-ce qui pourrait se passer. Et j'étais un peu à l'affût, comme ça, sans avoir l'air d'y toucher. Et je repère une annonce d'un éditeur qui cherchait en fait des auteurs pour lancer une collection d'aides-soignants, ou tout au moins en édition. C'était les éditions Lamar à l'époque. Et je me dis, mais en fait, moi, je travaille avec ces aides-soignants là, pour leur faire réviser leur examen qui s'appelait le CAFAS à l'époque, le certificat d'aptitude à la formation d'aide-soignants. Moi, j'avais créé des questions par section, l'hygiène, l'anatomie, etc., la diététique, le droit. C'était un truc qui était presque un cahier. Et donc, je me dis, peut-être ce truc-là, ça n'existe pas. Je vais aller à ce rendez-vous et je vais aller leur proposer mon truc. Donc, je suis rentrée, en fait, par la porte de l'édition aux éditions Lamar, qui faisait partie d'un groupe de presse à l'époque, qui avait l'Infirmière Magazine. Objectif Soins. Donc, je suis arrivée avec mon petit classeur, là, en disant, ben voilà, moi, en ce moment, je suis formatrice pour les aides-soignants, et voilà comment je fais avec eux. Ah, mais c'est génial, on n'a pas ça, mais c'est un petit cahier, effectivement, sur lequel ils peuvent réviser, parce qu'ils peuvent écrire, refaire leur schéma, leur croquis, etc. Eh bien, écoutez, on va le prendre, on va l'éditer. Donc, de façon tout à fait étonnante, je me suis retrouvée quelques mois après avec un bouquin, le CAFAS en 300 questions, ça s'appelait. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai connu donc, cet éditeur. Et à la tête de l'Infirmière Magazine, à l'époque, il y avait une infirmière qui avait monté cette revue. L'Infirmière Magazine qui était en vogue à l'époque. Donc... de fil en aiguille, après avoir eu ce livre qui était pour moi un truc miraculeux, quoi. Enfin, je lâchais un petit classeur comme ça et je me retrouve avec un livre d'édition qui marchait très très bien à l'époque parce que c'était vraiment un livre qui permettait de façon ludique de réviser de façon simple, etc. Et donc on m'a proposé à l'issue au bout de quelques mois d'intégrer la rédaction de l'Infirmière Magazine comme journaliste. Puisqu'en fait, à l'époque, dans cette rédaction, il n'y avait que des journalistes de métier et ils avaient besoin un peu d'avoir un vent de terrain, quelque chose qui manquait, quoi.
Donc, après avoir beaucoup réfléchi, parce que quand même, c'était un pari risqué, hein, de tout lâcher pour partir dans un univers totalement inconnu. J'ai dit OK. Et donc, en 92, je me suis retrouvée en 1992, donc je me suis retrouvée dans cette rédaction, embauchée comme journaliste. T'es restée combien de temps formatrice, du coup ? Une année, une simple année. Ouais. Donc ça a été l'année du CAFAS, quoi. Ouais. L'année du CAFAS, qui a été ensuite donc rebaptisée DPAS, puisque c'est devenu diplôme, etc. J'ai fait 3 mises à jour, je crois. Puis après, le bouquin a été mis au pilon. Et moi, j'ai continué à mener ma vie. Et j'ai rien fait d'autre en édition, quoi. Ça a été le one-shot miraculeux, quoi. Très rigolo. Voilà. Ouais, mais encore une fois, voilà. Oser... oui, un heureux concours de circonstances. Et ce qui est très marrant, ce dont je me souviens, c'est que cette dernière année où j'étais donc dans cet hôpital, on avait exposé au salon infirmier. Et donc, on était sur le stand donc, de cet établissement et j'étais donc, on était en habit d'infirmière, donc tunique, pantalon, etc. Et voilà que la visite du ministre avec tout le staff derrière donc, arrive. Et je vois arriver le ministre, à l'époque, je crois que c'était Claude Évin, avec l'Infirmière Magazine sous le bras. Et puis, il vient donc nous saluer, donc serrer la main. Le plus drôle, c'est que l'année d'après, donc, moi, j'étais à l'Infirmière Magazine et j'étais derrière le ministre qui avait suivi Claude Évin, dans le staff journalistique de l'Infirmière Magazine. Comme quoi on ne peut rien prévoir dans la vie, mais en tous les cas, je me souviens de cet événement comme quelque chose d'assez rigolo, finalement. Ce switch... changer de place en un an. Incroyable. Ouais. Voilà un peu l'histoire. Donc, ça a démarré comme ça. Okay. Le journalisme. Enfin, le journalisme, honnêtement... je ne me sentais absolument pas journaliste de rien du tout, parce qu'à peine je savais taper sur un clavier. Écrire, on a l'impression que écrire c'est forcément exutoire, mais pas du tout. L'écriture journalistique, c'est un job à part entière. C'est coder, enfin il faut apprendre. Donc la première brève que j'ai dû écrire et publier, mais je me suis dit, là, je vais avoir le Pulitzer, quoi, c'est pas possible. C'était l'événement, je montrais ça à toute ma famille, alors que c'était une brève qui faisait 5 lignes. Donc, en fait, dans cette rédaction, il a fallu vraiment faire sa place, ce qui n'était pas facile quand même. Parce que ce changement de métier, ça n'avait rien à voir, quoi. Et puis écrire, c'est un exercice très particulier. Oui, moi qui m'y suis mis depuis peu, écrire, c'est quand même très très compliqué. Alors, c'est vrai que moi, je pense que j'aimais l'écriture. Mais entre l'écriture, quand on écrit, quand on est ado, qu'on écrit son journal, qu'on fait des poèmes, parce que voilà, on est ado, on a 15 ans, dans le romantisme absolu. Et puis, effectivement, être dans quelque chose de professionnel, ça n'a rien à voir. Donc, ça a été très douloureux parce que il fallait apprendre et puis finalement on avait l'impression, on était 2 infirmières en même temps, arrivées à débarquer des services et à se retrouver quasiment du jour au lendemain derrière un ordi, quoi, parachuté. Donc en fait on savait pas très très bien quelle était notre place, donc le matin on arrivait et on faisait comme à l'hôpital finalement, on faisait le café. Après on allait faire le tour des uns des autres, comment ça va, machin, enfin on faisait du lien pour essayer de trouver notre place, parce qu'on se disait, mais on ne sert à rien ici. Non, mais à quoi ça sert d'écrire une brève? À quoi ça sert? Il n'y avait rien d'immédiat, on n'avait pas de retour positif. On avait lâché un métier où, effectivement, on savait immédiatement le sens, les valeurs. Et là, c'était un peu la souffrance. Et en plus, les journalistes de métier étaient assez peu, on va dire... bienveillants. Voilà, on va le dire comme ça, partageurs, je dirais. Ouais. Donc, en fait, nous, on donnait beaucoup de notre... Avec peu de retour. Mais on attendait et ça ne se passait pas toujours. Voilà. Donc, il a fallu se remettre en question, et puis attendre, patienter. Souvent, un peu ronger le frein aussi, en se disant mais j'aurais jamais dû faire ça, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et puis... voilà, après, la vie journalistique a vraiment commencé avec l'obtention de la carte de presse. Alors là, c'est le sésame, quoi. Ouais. Ce qui était fou, c'est que du jour au lendemain, quasiment, là aussi, dans cette expérience, on avait accès à tout. Tout ce dont les infirmiers n'ont accès à rien dans leur vie professionnelle.
On avait accès à toutes les dépêches qui nous racontaient ce qui se passait au ministère, les interviews des uns, des autres, les politiques de santé, etc. Des choses dont on aurait eu bien besoin quand on était en poste. Ouais. Mais bon, après, on y reviendra aussi. Mais c'est des choses qui, finalement, intéressent, on le sait, assez peu, finalement, la profession. Et donc, oui, je me disais, mais alors aussi bien, on va faire l'interview de la ministre, on va au ministère comme on sortait de l'hôpital, quoi. Enfin, mais c'était fou, quoi. Mais quand même, pendant très, très longtemps, je disais toujours, je n'osais pas dire que j'étais journaliste. Je disais, ouais, alors je suis journaliste, mais je suis aussi infirmière. Avec un sentiment presque d'illégitimité, quoi, parce que je me disais, non, c'est quand même un métier, quoi. Bien sûr. Donc, pour vraiment performer et puis écrire des longs papiers, des reportages, faire des éditos, avoir un point de vue journalistique et pas uniquement raconter sa vie ou se plaindre, parce que là, la plainte, bien sûr... elle est facile. Voilà, elle est facile, mais c'est autre chose. Donc, après, de rédaction en rédaction, d'expérience en expérience, du papier jusqu'au web, j'ai terminé ma vie journalistique, en tous les cas en tant que salariée, donc infirmier.com, où j'étais directrice des rédactions donc en 2020, l'année du Covid. Et donc, avec quand même là une légitimité qui me paraissait, en tous les cas que j'avais acquis, mais vraiment sans faire de formation aussi. Ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, pour ce type de carrière, la mienne, je pense que ce serait extrêmement compliqué. Parce que moi, je vois bien aussi dans les rédactions que j'ai croisées, il y avait des journalistes, j'en ai embauché aussi, ils faisaient des masters. Moi, je veux dire, voilà, j'ai vraiment appris sur le tas au fur et à mesure. Je crois que ça me plaisait beaucoup, mais avec des prises de risque chaque fois, par les changements de poste, où on se remet en question. Et alors, quand on passe du papier au web, alors là, c'est encore tout à fait autre chose. Là, ça a été vraiment le gros challenge sur les 10 dernières années, parce que là, on était dans le cœur de quelque chose qui se passait, une révolution numérique qu'il fallait vraiment comprendre pour pouvoir s'y mettre réellement, quoi, avec tous les réseaux sociaux associés, etc. Donc, voilà un peu la progression qui a été la mienne. Et le fait que tu n'aies pas le tampon journaliste, comme tu as beaucoup d'expériences variées, est-ce que quand tu changeais de structure, d'établissement, ça t'a pas posé de problème de ne pas avoir ce fameux tampon, ce fameux diplôme de journaliste officiel ? Non, parce qu'en fait, je crois que les gens me connaissaient, peut-être pour mes prises de position ou ma façon d'écrire des choses, peut-être, et qu'il y a aussi un réseau. On se connaît les uns, c'est un petit milieu aussi, c'est la presse professionnelle. Hein. J'ai eu une expérience, entre parenthèses aussi, de freelance, où je faisais de la com pour un établissement de répartition pharmaceutique. Ça a été une petite expérience où je suis vraiment un peu sortie du milieu infirmier, mais sinon, je me suis quand même essentiellement centrée sur la profession infirmière, donc que je connaissais bien. Évidemment, mais au fur et à mesure que je connaissais de mieux en mieux et que j'avais la sensation quand même, parce qu'à un moment donné, on se dit, mais c'est quoi le lien, quoi ? Parce que dans la vie, il faut quand même faire des choses qui ont du sens. On ne change pas comme ça pour changer. Carrière de tout. Il faut arriver à relier les expériences. Je me suis dit, j'ai été infirmière, j'ai fait du soin. Si je continue finalement à m'intéresser à la profession infirmière, je continue à faire du soin, à prendre soin d'elle au travers d'autres choses, c'est-à-dire en racontant, en leur donnant la parole, en faisant des prises de position, en faisant des reportages, en leur expliquant les choses, etc., en étant pédagogique, en essayant de leur donner aussi le goût de la lecture, le goût de l'écriture, etc. Et c'est très important de pouvoir finalement se dire que le lien, il est là. C'est-à-dire, même quand je recevais des textes spontanés, parce qu'il y en a quand même des soignants qui écrivent, et puis on les aide à écrire. On est là aussi pour enjoliver, accompagner, etc. Là, je me disais, en fait, je continue à prendre soin. Je prends soin de leur écriture, et quelque part, en prenant soin de leur écriture, je prends soin d'elles, quoi. C'est d'elles et d'eux. Et de leur message. Et donc, finalement, voilà, d'une expérience à l'autre,
les rencontres, parce qu'on se déplace quand même beaucoup, on va dans les congrès, on connaît des leaders, etc. Et donc, ces gens-là aussi, on crée des sympathies, on se fait confiance. Les interviews aussi, c'est fait pour ça aussi, c'est un bon moyen, évidemment, parce qu'ensuite, on retranscrit, on aide des fois à élaborer la pensée, c'est toujours super intéressant. Et donc, on gagne finalement en légitimité, ça c'est important. Mais c'est pas si simple. Tout à l'heure, tu disais que du fait d'être journaliste, d'avoir accès à plus d'informations, on se rend compte de plus de choses, mais tu parlais d'un certain désintérêt qu'avaient les infirmiers par rapport à tout ça. Comment tu l'expliques ? Alors, je pense que les infirmiers, les infirmières, même les aides-soignants, les soignants, de façon assez générale, ils ne s'autorisent pas à imaginer que, ils sont soignants, mais ils sont aussi citoyens de ce monde, voire citoyens, et que, bien évidemment, au-delà du fait de soigner, ils peuvent avoir une parole, mais pour avoir la parole, il faut comprendre d'où on vient. Déjà, l'histoire de la profession, ça intéresse très peu. Alors peut-être aussi, est-ce la faute de l'enseignement, qui ne met pas suffisamment de place à pourquoi cette profession, d'où elle vient, etc. L'histoire de la profession, elle est assez belle. Et puis elle est lourde de sens. Elle est lourde, elle est inspirante, etc. Après, tout ce qui est déontologie, le droit, tout ça, on voyait bien, nous, quand on publiait des articles, où on commentait les parutions au JO de textes, de décrets, etc. Zéro. Ça n'intéresse personne, alors que c'est quand même le cœur de l'exercice. Le mouvement de la profession. Donc, en fait, on se dit, mais évidemment, alors aller crier devant le ministère, c'est une chose, c'est bien, parce que des manifs, il y en a eu, et j'en ai fait, j'en ai suivi, mais c'est pas suffisant, quoi, parce qu'il y a tout un rouage derrière. Si on comprend pas, si on comprend pas. Si on ne comprend pas ce qui se passe, quelles sont les politiques de santé, etc., ça peut pas marcher. Donc là, évidemment, moi, je trouvais que c'était injuste que d'un seul coup, en tant que journaliste, et je dis bien entre guillemets au début, on avait accès à tout ça. Et moi-même, je découvrais des choses, quoi. Parce que il faut aussi apprendre comment ça fonctionne. Donc, mais même à l'heure d'aujourd'hui, je crois que ça, c'est insuffisant dans la profession. Il y a assez peu d'engagement, d'ailleurs. Je crois que tous mes prédécesseurs ici l'ont dit. Il y a peu d'engagement politique. À l'Assemblée nationale, je crois que la meilleure année où on a eu 7 ou 8 députés, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, celle qu'on entend le plus, je crois que c'est une députée aide-soignante, qui, elle aussi, finalement, a valorisé sa parole. Mais à partir du moment où, effectivement, on n'a pas de représentativité politique et que la représentativité professionnelle dans toutes les structures qui existent, parce qu'il existe 1001 assos, 1001 syndicats, en plus la profession, elle est transversalement différente. Donc les préoccupations des uns n'ont rien à voir avec les préoccupations des autres. Les libéraux, c'est un métier à part entière. Les spécialités, chacun doit défendre aussi son bout de gras et c'est normal. Donc en fait, c'est très compliqué d'avoir une parole unique. Alors on a vécu l'expérience douloureuse de l'ordre infirmier dans ses débuts. Avec tout ce que ça a supposé comme bagarre, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, et pourtant ça a été créé en 2007, si mes souvenirs sont bons. Tout n'est pas réglé encore aujourd'hui. Ils arrivent à peine, je crois, à avoir un nombre d'inscrits qui s'approche du nombre d'infirmiers en exercice. Donc on voit bien que même cette représentation-là, elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Donc ce problème-là, finalement, c'est en même temps la force et la faiblesse de cette profession, c'est-à-dire d'être tellement différencié sur le terrain, ne pas arriver à trouver des éléments, qui est le socle commun quand même de la profession, puisque la formation initiale, c'est la même pour tous, de ne pas arriver à trouver un élément fédérateur qui va porter cette parole, la défendre, et que ce cœur de métier soit finalement reconnu de tous, quoi. C'est très compliqué. Mais je ne sais pas si on peut dire ça, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de complexe d'infériorité du soignant. Moi j'entends trop souvent dire « je suis que infirmier, je suis que aide-soignant ».
je suis que kiné, je suis que ergo, je suis que... mais ce que-là, moi, il m'agace. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, quand on est professionnel de santé, on a un beau métier, on partage de belles valeurs, on a des belles missions, on a des beaux objectifs. On n'est pas que, quoi. On n'est pas que. Et ça fait partie aussi, c'est un peu l'émission de ce podcast, c'est de montrer aux gens qu'en étant soignant, on peut faire des tas de choses. De la politique, du journalisme, de l'entrepreneuriat, et qu'il y a 50 façons différentes de faire du soin, pas qu'en étant que soignant. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à faire bouger cette mentalité du que soignant, que je suis que aide-soignant, qui va vouloir m'écouter. Non, au contraire, tu as plein de choses à dire. Ouais. Ça, c'est sûr que finalement, les soignants n'ont pas confiance en eux, c'est clair. Ils sont toujours en sous-évaluation d'eux-mêmes et ils n'y croient pas. Et alors, évidemment, c'est une profession orale aussi, bien le sûr. Plus souvent. Vous voyez bien la difficulté à faire écrire les gens, parce qu'à un moment donné, pour faire savoir les choses aussi, il faut les écrire. Alors, on ne demande pas toujours de publier, de faire de la recherche, etc., mais au moins de montrer qu'à sa petite échelle, ce qu'on fait au sein de son établissement, ça a de l'importance. Parce qu'il s'en passe des choses magnifiques. Moi, je disais tout le temps, je rêve de faire le journal des bonnes nouvelles, quoi. Des petites bonnes nouvelles, de tous ces petits riens qui font le soin, parce qu'il y en a énormément, quoi. Mais... oui, c'est vrai, il y a toujours ce que, ne pas y croire, et d'être... un symptôme un peu de... Oui, oui, d'accord, moi je suis qu'une infirmière, vous savez, donc c'est effrayant quand même un peu à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure où on doit travailler tous ensemble en plus. Hein. C'est rigolo que tu dis ça, parce que moi en ce moment j'ai un truc qui me trotte dans la tête, c'est que j'aimerais bien créer un hub d'innovation. Ouais. Parce que du coup, comme je commence à être de plus en plus présent sur les réseaux, qu'on vient me chercher... J'ai plein de soignants qui ont des initiatives dans leur service que je trouve génial. Nous, dans le service de cardio, on a créé un jeu de société pour machin, mais c'est un truc, ça reste en interne. On a créé tel parcours, ça marche super bien, mais ça reste qu'en interne dans leur petit coin. Et en fait, j'aimerais créer quelque chose qui permet de diffuser toutes ces informations, parce qu'il y a plein de choses super belles qui sont dans la santé, qu'on ne met pas en valeur, en fait. Ouais. Et puis en plus, le problème, c'est qu'à un moment donné... ce qui est fait dans un établissement, dans un service, une initiative heureuse qui a de belles retombées positives et pour les équipes et pour les patients, si personne ne le fait savoir, aussi bien il va y avoir une expérience qui va être menée ailleurs, qui pourrait s'en inspirer, ou qui pourrait peut-être travailler, fédérer les initiatives, etc. Si personne ne communique, et finalement aussi, je pense que ce sont les politiques d'établissement qui devraient être beaucoup plus dans cette perspective de valorisation. C'est-à-dire, dès qu'il se passe quelque chose dans leur service, ou qu'un soignant est mis en avant pour une raison X ou Y, parce qu'il y en a plein, eh bien, le petit journal local, etc., la communication fasse une mise en valeur de ça. Sûr. Mais sinon, il faut vraiment aller les chercher. Souvent, nous, on trouvait les éléments positifs comme ça, les initiatives, on pouvait trouver ça dans la presse locale. Locale, et pas tellement dans la presse pro ou dans la presse ou dans les communiqués de presse des établissements. Donc il fallait aussi avoir l'œil. Moi j'adorais trouver des petites choses comme ça qui étaient oui, souvent des fois même un peu à côté du soin, mais parce qu'un soignant, je sais pas, faisait un concours de cuisine ou se mettait à chanter ou j'en sais rien, mais en tous les cas tout ce qui valoriser d'une autre façon le soignant pour le mettre en avant, parce que moi je reste persuadée qu'un soignant il peut tout faire dans la vie. Je le dis souvent, quand tu es soignant, intrinsèquement forcément tu as des qualités qui sont utiles dans énormément de secteurs. Et aujourd'hui les valeurs et les qualités d'un soignant, je suis sûr qu'il y a des tas d'entreprises qui cherchent des gens qui correspondent à ce profil-là. Et pour reparler des innovations, moi je pense qu'il y a un autre enjeu aussi, c'est cette idée. Dans la santé, l'argent, c'est un gros mot. Et du coup, je pense qu'il y a plein de projets qui tombent à l'eau, parce que quand on commence à dire, oui, il va falloir le budgétiser, le monétiser, et il y a toujours quelqu'un qui va dire, moi, je sais pas faire, ou moi, je veux pas, ou moi, j'ai honte de créer une entreprise qui va... Comme pour la recherche, il y a plein de projets de recherche en France qui fuient et qui vont se développer ailleurs, parce que argent et recherche, ça fait mauvais ménage. Et c'est dommage, parce que du coup, on perd nos expertises, nos cœurs de métier, nos savoir-faire, au profit d'autres, alors que
au sein de la classe d'actifs du métier, on en a des tonnes d'innovations et c'est hyper intéressant, quoi. D'autant qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises ou de mécènes qui lancent des appels à projets pour justement primer des équipes, primer des initiatives, primer des projets, et dans tous les secteurs, que ce soit en cancéro, en santé mentale, en diabéto, enfin dans tous les secteurs d'exercice, et qu'il faut s'en saisir. Mais c'est vrai que ça aussi, ça suppose que les soignants soient accompagnés par leur cadre de service, par exemple, ou même par leur direction générale, parce qu'il faut monter un dossier, etc. Et que, ça ne se fait pas comme ça, quoi. Il faut apprendre aussi. Mais le problème, c'est que personne n'est formé à ça dans les structures. Ouais. Aujourd'hui, un cadre de service qui a une super opportunité, une super innovation dans son service, alors déjà, il faut qu'il l'identifie, ce qui n'est pas évident, hein, mine de rien. Et puis, il faut qu'il soit formé à accompagner les créateurs, à accompagner... Donc, c'est des nouveaux enjeux de la santé. Et c'est pour ça que je pense que ce Hub Innovation, je vais y venir un jour quand j'aurai un peu plus de temps. Ouais. Parce que j'aimerais créer cette porte d'entrée aujourd'hui. Voilà. Peu importe ton idée, ton projet, viens toquer à ma porte, on en discute et on voit ce qu'on peut en faire. Et ça, j'aimerais vraiment, parce que je suis sûr que ça changerait le quotidien de beaucoup de monde. Oui, surtout qu'il y a énormément de choses qui se passent. Et on a vu cette espèce d'aspect de débrouillardise, d'adaptabilité extrême. On l'a vu l'année du Covid, où il s'est passé vraiment des choses spectaculaires dans les services, parce que n'importe comment là, les gens étaient vraiment tellement acculés à la difficulté qu'il fallait trouver des solutions. Et donc, après, les choses se sont de nouveau délitées, la pression est redescendue, alors que les soignants ont fait montre vraiment d'une adaptabilité, d'une réactivité, d'une inventivité incroyable, suivie par tout le staff médical, etc. Et donc, c'est quand même dommage qu'à l'heure d'aujourd'hui, on en soit de nouveau à observer une déliquescence absolue dans les services, du moral du personnel soignant, de tous ces gens qui quittent les services parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que leurs valeurs sont piétinées, parce que il n'y a pas que la question de l'argent, là, pour le coup. Hein. Parce que, certes, être bien payé, c'est une chose. Être mieux payé, on va dire. Mais c'est bien au-delà de ça. Hein. Ah ben, c'est sûr que... je parle pour mon expérience personnelle. Moi, une des parties qui a influencé ma décision de quitter le soin, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas financièrement, c'est la qualité de vie que j'avais. Je travaillais en réanimation, je travaillais en 12 heures, je faisais un mois de nuit sur 2, un week-end sur 2. Les grosses semaines, je faisais 5 fois 12 heures. Quand il fallait remplacer, des fois c'était 6 fois 12 heures dans la semaine. Ton jour de repos, t'es épuisé. Moi, je venais d'avoir mon premier garçon. Il y a un moment, en fait, tu peux plus... Et puis, comme j'étais déjà un peu actif, à côté, je faisais de la formation, j'étais pompier. Et donc, du coup, j'avais des semaines à 80 heures. Et en fait, je me suis dit... je peux pas continuer comme ça, je vais imploser. Et donc je pense qu'il faut retravailler à ce sens, redonner du sens et redonner un peu de qualité de vie aux soignants, parce qu'effectivement l'argent c'est bien, mais ça fait pas tout. Bien sûr. Et on va avoir de vrais enjeux, parce que je pense que la nouvelle génération, elle va pas réfléchir comme nous. Et non, elle réfléchit pas du tout comme nous. Hein. Et aujourd'hui on voit plus en plus de jeunes qui disent moi je viens, je travaille très fort pendant 2 ans, et après je m'en vais et je vais faire autre chose. Et en fait, c'est une autre façon de voir le travail, en fait. Très bien, si ça lui correspond. Mais par contre, du coup, ça veut dire qu'il faut adapter toutes les structures sociales, sanitaires et médico-sociales à ce nouveau profil de soignant qui est du soignant, sans mauvais jeu de mots, un peu opportuniste. Donc, il va chercher... Bien sûr. Mais c'est pas une mauvaise chose. Mais ça paraît logique, parce que honnêtement, tu peux pas être infirmier ou infirmière de réa pendant 30 ans. Ça paraît hors de propos. Moi, quand je vois mes collègues qui avaient 30 ans de réa, la première chose que je me suis dit, c'est surtout, je veux pas ressembler à ça dans 30 ans. Je veux dire, moi, c'est des trucs bêtes, mais... remonter des patients de 120 kilos tout seul dans le lit, tu le fais quand tu as 25 ans parce que tu n'as pas le choix et que tu as la flemme d'appeler la soignante qu'elle vient de te filmer un coup de main. C'est sûr. Mais quand tu en as 45, 50, au bout d'un moment, tu peux plus... Mais finalement, il n'y a pas non plus suffisamment de passerelles parce que, regarde, si tu ne veux pas faire de formation de spé, y a des tas de professionnels qui veulent rester infirmiers de terrain, point barre. Enfin, je veux dire, évoluer doucement, continuer à travailler, mais pas nécessairement partir en formation. Pas parce que d'ailleurs, révolutionner. c'est compliqué aussi aujourd'hui de repartir en formation. Et puis ça coûte très cher. Ça coûte cher. Donc, mais pour eux, finalement, qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Comment sont-ils accompagnés à garder vraiment de l'intérêt à travailler, de pouvoir prendre du recul, d'aller en formation, etc. Ceux-là, on les piétine doucement au jour le jour. Et au bout d'un moment, soit ils deviennent aigris, ce qui est quand même pas très très bon pour eux et puis pour les patients qu'ils soignent. Et pour leurs collègues d'ailleurs, soit ils quittent le métier dans de mauvaises conditions, soit en burn-out, soit en dépression de façon plus légère, mais en tous les cas, voilà. Ou alors esquintés physiquement, parce que voilà, ils se sont démontés les épaules, les genoux, le dos et toute autre sorte de choses. Donc c'est dommage. On a du mal à valoriser l'expertise dans les services. C'est que je le dis souvent, mais on a un métier qu'on a la chance de pouvoir exercer dans 50 milieux différents, avec 50 secteurs d'activité différents. Et aujourd'hui, on ne valorise pas l'expertise. Et comment on peut faire? Alors, ça vient avec le sujet des IPA, mais les IPA, ça répond à des obligations sanitaires. Ça répond pas à la mise en valeur du métier. Puis ça a focalisé vraiment toute une seule partie de la profession. Je crois que ça a beaucoup agacé parce que nous, on a suivi évidemment dans les rédactions l'émergence des IPA avec toute la préparation de ce dossier, etc., le montage au ministère, les arguments des uns des autres, les positionnements, etc., pour arriver, à ces décrets et à cette nouvelle profession qui, à l'heure d'aujourd'hui, est toujours un petit peu en devenir, parce que d'abord, il n'y en a pas tant que ça en exercice, et ensuite, on ne leur donne pas les postes adéquats, et en plus... Et quand ils ont des postes, ce n'est pas forcément les mêmes missions partout. Et puis en plus, ils sont quand même très très mal rémunérés, ce qui est quand même un peu la honte. Donc, d'avoir focusé un petit peu sur les IPA, finalement, tout le reste des professionnels a été un petit peu oublié. Ce qui énervait beaucoup les infirmiers, quand je dis de base, c'est pas péjoratif, mais en tous les cas, ça les agaçait beaucoup de voir que finalement, ok, les IPA, mais enfin tout le monde ne va pas devenir IPA, quoi. Ouais. Et même à l'heure d'aujourd'hui encore, puis d'ailleurs, les IPA, il y a déjà 3 syndicats, une société savante, enfin bon, bref, ils se sont déjà aussi une association d'étudiants IPA. C'est marrant de voir comme dès qu'il y a quelque chose qui se crée, il y a aussi parallèlement ou tout de suite autour une asso, un syndicat, etc. Et ça, c'est très mauvais, quoi, finalement, parce que ça resserre les gens. Les gens ne se parlent pas, alors que finalement, là, on voit bien aussi que chez les IPA, il faut justifier qu'est-ce que c'est dans les services, son poste. Parce qu'entre une IPA, par exemple, une infirmière référente douleur, ça dépend, c'est dans les missions, par exemple. Le cadre de service ou le cadre sup qui peut être aussi amené à suivre les parcours, etc. Donc, c'est pas facile. Même dans les services, ils ne sont pas identifiés. Moi, je ne le citerai pas pour ne pas le mettre dans le désarroi, mais j'ai un ami qui est IPA urgence. Quand il est arrivé IPA urgence dans son service d'urgence qu'il avait envoyé faire la formation, sa première mission, c'était de faire la relève avec les docteurs et de faire les ordonnances à la place des médecins. Donc, il s'est frappé des études en plus, remonter des nouvelles compétences, finalement faire le secrétariat des médecins. Et finalement, il a arrêté IPA, il est retourné infirmier classique, parce qu'en fait, on ne savait pas quoi lui donner comme mission. Donc, je pense que c'est un métier qui va beaucoup évoluer encore. Et deuxième chose, tu as totalement raison, arrêtons ces silos. Moi, j'en peux plus le tube infirmier, le tube aide-soignant, le tube médecin, le tube IAD, le tube IPOD. Aujourd'hui, je comprends pas, mais dès l'école, comment ça se fait qu'on ait une école d'infirmiers, une école d'AS, une école de médecine, que personne ne se croise jamais, de kiné, de diète, et un jour on met tout le monde dans un hôpital et on dit les gars, bossez ensemble, et on verra bien comment ça se passe. Alors que toutes les analyses, les grands analystes du monde de la santé le disent, il faut que d'emblée chacun connaisse l'autre, connaisse ses missions, etc., le champ de compétences, au moins déjà pour se connaître, se comprendre et se respecter. Bien sûr. Et pour ne pas commencer à dire, mais lui, oui, il est sur mon champ de compétences, les aides-soignants grignotent les infirmiers sont grignotés par les IPA, qui grignotent eux-mêmes les médecins. Enfin, c'est sans fin, cette histoire. Donc, et ça ne sert pas le système. Et en plus, finalement, à l'arrivée, qui c'est qui paye les pots cassés? C'est quand même le patient. Donc, et on voit bien qu'on n'en sort pas, Ah non, clairement, c'est difficile de faire communiquer les gens. Alors peut-être que là, la réingénierie, etc., mais bon, l'université, ça reste... oui, d'accord, aujourd'hui, les IFSI sont couplés avec les universités, mais en vrai,
En pratique. C'est quand même, ça reste encore des instituts de formation sans infirmiers qui sont très fermés et qui ne laissent que peu de place finalement, oui, à la connaissance de l'autre en tant que, on va travailler ensemble les gars, quoi. Donc, et même au-delà de ça, je veux dire, un infirmier qui travaille, j'en sais rien, en gastro et qui à côté a le service de dermato, jamais il poussera la porte du service de dermato pour aller voir comment ça se passe à côté. Et alors, je jette pas la pierre, hein, j'ai fait pareil. Mais comment on peut rétablir le lien et la communication? Enfin, en tout cas, je pense que ça va être un des enjeux de cette formation qui est réingénierie, là, mais j'aimerais bien voir comment ils vont travailler sur ce sujet-là, parce que moi, je pense que ça fait partie des clés majeures de refaire oui, et puis même sur les compétences, sur ce fameux décret de compétences qui va être complètement revu. Alors, il était question que ce soit plutôt revu dans le sens de mission plutôt que de compétences, ce qui va être encore plus vague et peut-être plus casse-gueule pour la profession. Là, de nouveau, le dossier il est remis. On y est dedans, mais alors tout le monde il met un petit peu sa patte, mais finalement on n'a pas vraiment de communication sur le sujet. Oui, il paraît que ça avance. Enfin là, on sait que la réingénierie du diplôme, ce sera pour la rentrée 2025, alors que ça devait être cette année. Donc déjà, on sait que ça a pris du retard. Les changements de ministres, là, franchement, on ne sait pas trop où on va avec la nouvelle ministre. Vraiment un ministère d'une largesse infinie. Et la largesse, c'est sur vraiment l'environnement, mais peut-être pas tellement sur la largesse qu'elle va donner à chacun. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus. Et est-ce qu'à l'arrivée, on aura quelque chose de cohérent, de très attendu? Je ne sais pas. Ça reste compliqué en tous les cas. Moi, je reste curieux d'aller voir comment ça marche pour de vrai. Je suis sûr qu'il y a des choses qu'on n'appréhende pas, des enjeux qu'ils ont, que nous, on ne comprend pas sur le terrain. Je comprends pas. En tout cas, il y a des discussions. Alors, les assos, chaque asso professionnel va effectivement participer au débat, l'ordre infirmier, le ministère, etc. Mais qu'est-ce qu'il en ressort pour l'instant? Ça me paraît quand même très, très compliqué. Très, très compliqué. Donc finalement, la jeune génération, curieusement, il y a quand même beaucoup de jeunes étudiants qui partent sur ces études-là. Parce qu'on voit chaque année, Parcoursup, ça reste très, très intéressant pour les jeunes. Mais il y a aussi la question, c'est que sur les 3 années d'études, au bout de la première année déjà, il y a 20% qui s'arrêtent, et que sur une promo de 300, il y en a, dans le meilleur des cas, 200 qui vont être diplômés à l'issue de la formation. C'est quand même inquiétant, quoi. Ça, c'est aussi dû au fait qu'on a changé de recrutement. En fait, oui, c'est vrai. Quand avant, il y avait un concours, il n'y avait pas le choix. En fait, tu avais envie de devenir infirmier, il fallait que tu passes un concours, que tu travailles. Aujourd'hui, il suffit de cocher une croix sur un ordinateur. Donc, oui, c'est vrai qu'infirmier, ça peut être sympa. Je le coche. Et on verra. Voilà. Et puis, effectivement, à l'arrivée, alors après, c'est vrai que est-ce que c'est bien d'envoyer les étudiants dès la première année, le premier stage dans les EHPAD? Ça peut quand même poser quelques questions, quoi, parce que c'est violent. C'est effectivement une partie des soins, mais c'est direct, quoi. Et là, cette confrontation, souvent, la plupart n'y résistent pas. C'est trop dur, quoi. Donc, c'est bon d'en parler aussi, Alexis. Je crois qu'on en parlait. Et qu'on disait, en fait, c'est un milieu violent, impressionnant. Mais au même titre que le policier qui fait son premier police secours, au même titre que le pompier qui fait son première intervention. C'est toujours pareil. Et en fait, comment on peut préserver ces jeunes-là, en tout cas, ou les préparer au mieux à affronter ces choses qui sont... Même si en soi, il faut que ce soit suffisamment débriefé, suffisamment réfléchi, discuté, pour éviter les remises en question violentes. Ou carrément les traumatismes, quoi, parce que... Oui, parce que c'est plus le potentiel de créer des traumatismes, parce qu'en soi, si on les prépare, quoi qu'il arrive, à un moment donné, ils y seront confrontés. Ah oui. Donc, au moment où ils y sont, ils verront bien parce que finalement, si pour nous, eux. Moi, je vois, quand mon premier stage, ça a été aller en EHPAD. Donc, effectivement, on était totalement empruntés devant ces grands-pères, ces grands-mères qui perdaient la tête. On ne savait pas comment
Oui, quoi faire, quoi dire, on était là empruntés, il fallait qu'on leur tienne la main, qu'on leur dise des choses gentilles, mais enfin, je veux dire, c'est pas naturel, Ouais, quoi. c'est ça. Donc, Et puis on les connaît pas. puis voilà, c'est ça, on les connaît pas, donc on était complètement presque honteux d'être peu là, de ne perdu. pas savoir comment faire, comment dire. Et puis finalement, on n'était pas non plus préparé à aucune souffrance dans le métier. Bah. Alors qu'aujourd'hui, finalement, peut-être aussi ce qui fragilise d'une certaine façon, je me suis posé cette question, c'est est-ce que de parler plus du burn-out, de l'épuisement professionnel, etc., avant même que les gens Avant qu'ils ne le vivent, ils soient en fait. confrontés. qui commencent finalement, est-ce que c'est pas une façon de les fragiliser un petit peu en Sensibiliser. amont, alors que bien sûr qu'on en a vécu des choses traumatisantes quand on était jeune étudiant. Les premiers décès, les grosses douleurs, les catastrophes. Enfin, on a vécu des trucs très durs, des patients auxquels on s'était attaché, voilà, des ruptures, etc. Mais et on n'avait pas de débrief à l'époque. Ah oui, non. Donc, alors peut-être que ça dépendait des gens. Il y a des caractères plus ou moins forts qui permettent. Mais quand même, il y a des tas de choses que quand on sort des soins et qu'on y repense. On se dit quand même qu'on n'était pas très, très, très bien armés à l'époque. Ouais. Encore une fois, je pense que moi aussi, j'ai eu le concours et c'est une chose bête, mais ce concours, pour passer ce concours, il fallait se renseigner sur le métier, comprendre ce que c'était. Potentiellement, il y en avait qui faisaient des stages en amont. Et donc, on avait des gens qui, même si ils étaient faits ou pas pour ce métier, qui avaient touché du doigt ce que c'était. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on envoie des gens dans des EHPAD alors qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont y faire. Ah oui, c'est sûr. Et du coup, je pense que là, c'est ça. Là où avant, toi-même, tu te préparais en te posant des questions, est-ce que je vais vraiment faire ça ? Je pense qu'on prend des gens qui ont cliqué la case pendant leur terminale sur l'ordinateur et qui se retrouvent d'un coup parachutés dans un EHPAD et à qui on dit maintenant il faut aller laver Pépé qui est tout nu. La différence entre voir une case à cocher et la scène d'après où ils sont vraiment sur place, c'est clair que le contraste est immense. Parce que c'est vrai que l'entretien oral qu'on avait, alors on peut toujours piper un oral, le préparer, etc., par des arguments qui vont être tout faits, etc., mais il fallait quand même avoir quelques notions un peu solides, un peu métier, voilà, pour pouvoir argumenter et défendre l'idée qu'on avait vraiment envie de s'engager là-dedans. Donc, alors là, la lettre de motivation, maintenant, c'est pareil. Une lettre de motivation, on prend n'importe quel modèle qu'on va chercher sur le net. Je demande à ChatGPT, il fait une super lettre de motivation. Et maintenant, il y a notre ami Chat, donc c'est encore notre ami ou notre ennemi, mais en tous les cas, qui peut être là aussi en backup pour donner du truc. Mais c'est vrai que pour revenir finalement au métier de journaliste par l'écriture, moi je considère qu'en tous les cas dans la presse professionnelle, nous on a, moi en tous les cas en tant que rédac chef, puisque je faisais un peu la ligne éditoriale que je voulais, j'avais une écriture que je voulais engager. Alors les journalistes diront qu'il faut pas... l'engagement, c'est bien, mais il ne faut pas trop s'engager, il ne faut pas trop le montrer en tous les cas, sauf si vous êtes éditorialiste, vous écrivez, voilà. Mais alors évidemment, dans les éditos, on peut se lâcher, etc. Mais moi, je considère que l'écriture engagée, c'est aussi... une écriture qui est au plus près du terrain, c'est-à-dire, défendre, aller essayer de comprendre comment ça se passe et d'aller au-delà de cette plainte qui est généralisée et que moi, j'ai vu un petit peu au fur et à mesure des années, mais vraiment devenir de plus en plus importante. Toutes ces manifs où les gens allaient crier des trucs, le lendemain, ils étaient dans leur service et puis ils n'y pensaient plus, puis rien ne se passait ou pas grand-chose. Donc, en fait, même aller rendre compte de ça, puis alors, il y avait les réseaux sociaux associés, donc là aussi, ça peut être très violent, parce qu'il y a les communautés qui s'affrontent, etc. Et maintenant, toute rédaction a ses réseaux sociaux associés, donc c'était aussi un gros travail de surveillance. Puis moi, je suis assez joueuse sur les réseaux sociaux, donc il faut faire attention aussi par rapport à ça, parce que... On peut très vite quand on représente une entité... Voilà, on peut très vite se laisser déborder, ou un mot mal compris, etc. On va être poursuivi pendant un week-end sur Twitter ou autre. Donc, mais en tous les cas, moi, je trouve que ça a du sens
de pouvoir défendre, oui, quelque chose qui s'apparente à la défense d'une communauté. Ouais. Parce que malgré tout, moi je considère que je suis restée infirmière au fond de mon cœur, quoi, et que ça ne changera pas. Donc c'est pour ça que je continue malgré tout, avec bonheur, de m'intéresser au milieu, d'observer, de voir les choses, les évolutions, ou les choses qui stagnent, qui n'avancent pas, ou qui même les retours en arrière, pour essayer de comprendre quoi, pourquoi on en est là aujourd'hui et pourquoi les choses ne s'améliorent pas et pourquoi au contraire elles s'aggravent. Parce que on n'a jamais vécu une situation aussi pire finalement que maintenant, quoi. Donc, et je vois pas très bien par quel bout on va attraper la valorisation de l'exercice. Hein. Ouais, je pense qu'on aura du mal à résoudre le problème, en tout cas, je vois pas comment ça peut ne pas passer par quelque chose d'ultra massif, quoi. Voire même multiprofessionnel et de revoir le système en profondeur, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on arrive dans une impasse. Ouais. On n'aura pas d'autre choix de faire demi-tour, quoi. Et pourtant, alors il y a le ministère s'est emparé, la qualité de vie au travail, la valorisation des carrières, etc. Mais on voit bien que ça suffit pas. Un pansement sur une jambe de bois. Il y a eu, oui, des améliorations après le Covid. Le Ségur de la santé. Voilà, le Ségur 1, le Ségur 2. Oui, et bien sûr, il y a eu quelques améliorations. On ne peut pas dire, même financièrement, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que ça a changé dans la pratique des soins? Voilà, aujourd'hui, franchement... il n'y a qu'à juste aller à l'hôpital quand on est soi-même usager ou pour quelqu'un qu'on connaît, etc., pour observer et se dire, mais comment ça marche, quoi. Enfin, comment ça marche pas, plutôt, quoi. C'est effrayant. Oui. Si on est soi-même au fond d'un lit, honnêtement, on se dit, mais il faut quand même garder les yeux ouverts, quoi, parce que ça fait peur. C'est dommage, parce que c'est quand même une profession incroyable. Magnifique. Est-ce que, en tant que journaliste, est-ce que tu as pu observer des cas, alors ça peut être n'importe lequel, où tu as constaté que le métier de journalisme a pu... le milieu du journalisme a pu aider à changer les choses? Est-ce que tu as pu l'observer, ça? Il y a eu certains dossiers qui ont été traités. Oui, par exemple, je me souviens d'une année où une sociologue a sorti un bouquin qui s'appelait Omerta sur, effectivement, les souffrances que vivaient les étudiants dans leur formation, pendant leur formation. Donc elle avait fait tout un travail très très profond d'analyse et en même temps de recueil de témoignages sur l'un qui avait été stigmatisé parce que pour une raison de couleur, pour une raison parce qu'il n'avait pas... parce qu'il était différent, etc. Oui. Donc des souffrances, et même un accueil dans les services qui était absolument abominable, de la maltraitance, mais par leurs pairs, quoi, ce qui est encore plus fou, quoi. Parce que des bizutages, des trucs simples, on en a tous eu, des choses rigolos dans les services. Moi, je trouve que dans certains services, j'ai des souvenirs, mais on ne s'est jamais autant marré que maintenant. Je crois que dans les services, on ne se marre plus du tout, hein. Ou très très peu en tous les cas. Et donc là, à l'époque, quand il n'y a pas les chefs. À l'époque, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé parce que ça a libéré la parole. Mais ça a duré, oui, quelques temps, quelques mois. Ça a révélé et ça a interrogé surtout les formateurs ou même les professionnels eux-mêmes qui accueillaient des étudiants parce qu'ils se disaient ah oui, peut-être, effectivement, cette remise en question, elle est importante, etc. De la même façon, quand il y a eu toute la polémique et le scandale sur les EHPAD, qui a été révélé aussi, là, ça a fait bouger les choses. Enfin, ça a fait bouger les choses. Encore une fois, ça a fait bouger les choses ponctuellement. Pendant quelques mois, on n'a parlé que de ça. N'importe comment, c'est le principe du journalisme aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, chaque information chasse la précédente. Ouais. Donc, c'est un petit peu l'os à ronger pendant quelques temps. Alors, tout le monde s'y met. Voilà, il y a des... et ça fait du bien. Parce qu'il y a des choses qui émergent. Et puis, on passe à autre chose et on n'en parle plus. Donc, ces deux événements, vraiment, cette souffrance dans les EHPAD, cette maltraitance qui existe toujours, qui perdure, parce qu'il n'y a qu'à lire aujourd'hui, on a des témoignages tous les jours
de fils, de filles Oui. qui disent ma mère, mon père, etc. Et on a aussi des étudiants qui, quand on fait des enquêtes, disent qu'ils sont mal accueillis dans les services et que c'est aussi une cause qui fait qu'ils quittent la formation parce que c'est trop dur, ils sont vraiment traumatisés et maltraités. Et c'est pas normal, quoi. Mais Qu'est-ce qui change? qu'est-ce qui change? C'est toujours cet éternel recommencement qui aboutit le plus souvent à... finalement, on n'en parle plus, mais les choses continuent à se passer de la même façon. Donc, c'est difficile. Ou une info qu'on va sortir parce qu'on a eu un soignant qui nous a appelé en disant « il se passe tel truc dans mon établissement ». Alors souvent, c'est compliqué parce que ça passe par les syndicats. Donc, on ne peut pas rentrer dans ces relations-là qui sont très compliquées parce que ça engage trop de responsabilités. On ne peut pas sortir les infos comme ça. Et puis ça coupe vite la communication, mine de rien. Ça coupe vite. Donc en fait, c'est très compliqué vraiment de faire changer les choses. On a l'impression, oui, on écrit un truc, on va suivre une manif, on va la commenter, on va mettre de belles images, on aura de beaux témoignages, etc. On se dit, il y a quelque chose qui va changer. Alors des fois, oui, il y a des petites annonces, il y a des choses, mais le plus souvent, moi j'ai souvent eu la surprise de me dire, mais ça je l'ai écrit il y a 3 ans, mais finalement il y a même 4 ans, il y a même 15 ans j'écrivais la même chose, on n'a pas avancé, finalement, et on n'a pas vraiment avancé, quoi. On parlait déjà de la souffrance dans les établissements, de la déliquescence de l'organisation des soins, oui, on parlait déjà de tout ça. On en parle encore aujourd'hui de la même façon, voire pire. Donc, il y a quand même... D'où la question que je voulais te poser. Est-ce que du coup, tu es optimiste par rapport à... pour l'avenir, par rapport à ça? Moi, je voudrais être optimiste, mais ce que je regarde et ce que j'observe, c'est que c'est pas vraiment ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui ressort de cette profession. Et peut-être aussi parce que les professionnels ne se sont jamais réellement exprimés, ou pas suffisamment souvent, sur le cœur de leur métier, pourquoi ils étaient engagés. Parce que, quand même, il y en a qui restent, quoi. C'est ceux-là qui font la différence, c'est vrai. Mais, encore une fois, c'est la problématique de la représentativité, quoi. Finalement, la parole de l'un, il n'y a pas de leadership dans cette profession. Donc, en fait... oui, il y a des micro-témoignages d'un seul coup qui sortent. On se dit, mais c'est merveilleux ce que fait cet homme-là, cette femme-là, pour son service, pour les gens avec qui elle travaille ou pour les patients. Et puis finalement, bon, ça va pas plus loin. Donc, on en veut plus, on n'en a pas. Oui, donc c'est quand même dommage. Et c'est toujours aussi très compliqué finalement d'engager les gens à écrire ce qu'ils font, quoi. À écrire eux-mêmes, à vouloir valoriser leur propre exercice, parce que personne ne le fera pour eux, hein. Et ça reste compliqué avec ce qu'on disait tout à l'heure, ce manque de confiance. Écrire, c'est compliqué, oui. Les chercheurs, eux, ils sont aussi dans leur niche de recherche. Et eux, c'est encore autre chose parce que c'est aussi très compliqué. Et tous ceux qui sont venus ici l'ont expliqué. Et on l'a vécu aussi quand on les a interviewés pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que le parcours d'un chercheur en sciences infirmières. Il faut aussi de l'agnac, hein, à tous les niveaux. Donc en fait... le courage, c'est une chose, mais je crois que si on ne croit pas en ce qu'on fait, ça ne peut pas marcher, quoi. Et il faut que ce soit collectif. Et le collectif, c'est comme une équipe qui gagne, quoi. Bien sûr. Et chacun a sa place. Donc aujourd'hui, dans les services, le collectif, je ne sais pas très bien... où il est et où il va. À quoi il ressemble, quoi. Est-ce qu'il a un moment où il arrive à se fédérer, à discuter, à se comprendre, à essayer de se dire que bon, il y a des choses à faire. Et oui, moi je reste encore une fois persuadée sur ces petits riens du soin qu'il faut valoriser. Là, je travaille pour une revue de santé mentale et de psychiatrie. Il y a énormément de choses qui se passent, quoi. Et les gens sont en capacité de le dire, mais aussi parce que les patients témoignent aussi. Bien sûr. C'est important. Il y a toutes les questions de père aidance, etc. C'est très important maintenant de mettre les patients
au centre de l'équipe soignante. C'est-à-dire ils ne sont pas qu'au centre du soin, ils font partie aussi de l'équipe. Ils ont des choses à dire. Ils sont certes profanes sur la maladie, discipline médicale, mais au moins ils savent ce qu'ils vivent. Ils sont experts de leur vie et c'est très important. Donc cette expertise, personne ne la donnera aux infirmiers s'ils ne la prennent pas eux-mêmes. C'est évident. Hein. Donc être optimiste, moi je veux y croire parce que je me dis que j'ai trop observé depuis toutes ces années, ce serait trop dommage, quoi, mais c'est abîmé. C'est sûr, ouais. C'est quand même très abîmé. Est-ce que tu as eu un grand défi ou une réalisation dans ta carrière journalistique dont tu es fière? Alors, fière, oui, pour une journée du 12 mai, ce fameux 12 mai que personne ne connaît, hein, parce que la plupart des infirmiers ne savent pas à quoi correspond ce 12 mai, Journée internationale des infirmières, qui est fêtée à travers le monde de diverses façons. Mais en France, maintenant, on commence à avoir quelques événements. Mais donc, j'avais réussi à faire un plateau télé avec un écrivain et un réalisateur qui sortaient dans le même temps. Un avait sorti un film sur l'histoire d'une infirmière libérale. Okay. Donc il avait filmé sur les 4 saisons une infirmière libérale à Lyon complètement incroyable sur sa trottinette et qui allait visiter les patients et qui avait des histoires de vie formidables. Donc, et puis François Bégodeau qui lui venait d'écrire une petite nouvelle sur une infirmière hospitalière qui racontait son exercice, mais de façon très technique, très chirurgicale, etc. Ouais. Donc il y avait ces deux opposés finalement. Et j'avais donc essayé de faire un plateau pour les faire réagir eux sur leurs 2 œuvres respectives. Ça avait été quand même un événement assez important parce qu'on avait fait, là c'était un direct dans un studio, etc. Et donc ça avait été vraiment un truc incroyable. Oui, dont je suis assez fière, c'est vrai. Voilà, donc ça c'était vraiment... C'est un beau souvenir. Ah bah, attends, j'ai oublié l'année, mais ça devait être en 2014 ou 2015, quelque chose comme ça. C'était beau. Est-ce qu'il y a des innovations que tu suis particulièrement ? Alors bon, je regarde quand même un petit peu tout ce qui se passe sur le numérique, et notamment tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Alors je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais en tous les cas, j'essaye de comprendre quelles sont les choses positives à venir avec, ou comment on va pouvoir s'en saisir, ou tout ce qui est aussi l'apprentissage par simulation, et par stimulation aussi, par la provocation, qui me paraît très très importante aussi pour former, et tu es vraiment bien placé pour en parler. Alors je ne sais pas ce que ça va susciter dans les années à venir. Est-ce que ça va vraiment changer la face de l'enseignement? Certainement, en tous les cas. Et avec peut-être plus d'engagement et de brio, et puis c'est intéressant, je trouve, pour la nouvelle génération, parce que surtout pour les natives là, c'est leur génération, eux, ils sont nés avec ça, donc ça va être difficile pour eux d'apprendre sans ça. Voilà, donc alors après c'est un challenge aussi pour les formateurs qui doivent vraiment s'adapter à ça, se former, bien comprendre et bien utiliser aussi, parce qu'on a vu un peu que le numérique au moment du Covid, ça a été quand même un peu le marasme. L'apanage des formateurs. Donc, c'est clair. Et pour le métier et pour le journalisme, alors là c'est pareil, il y a beaucoup d'enjeux parce que aujourd'hui il y a aussi un journalisme de réseau. On voit bien le réseau X. Dont tout le monde s'en défend, mais enfin on voit bien que tout ce qui sort aussi aujourd'hui sur X. Alors bien sûr il y a TikTok et les politiques, tout ça, ils utilisent tous ces réseaux. C'est quand même assez fou d'avoir des premières informations qui arrivent par là, quoi. Oui. Avant même d'avoir des choses très avant officielles. Les médias conventionnels, oui. Alors pour les journalistes, en tous les cas, je crois que même X, ça reste quand même presque indispensable, parce que on voit les tendances, puis alors évidemment, il faut naviguer de façon intelligente, mais pour la veille, c'est important. Et puis LinkedIn quand même aussi, qui a pris une grosse place
pour le professionnel au fur et à mesure des années. Et là, c'est quand même beaucoup plus quali. Et là, on a accès surtout à des choses innovantes, des gens qui mettent en avant leur pratique. Ça, c'est intéressant, parce que c'est aussi comme ça qu'on connaît les gens. Bien sûr. Parce que les gens, ils ont un profil, etc. Il y a tout le CV, l'expérience professionnelle. On peut comprendre. On sait à qui on s'adresse. On sait à qui on s'adresse. On voit un peu ce que les gens développent, etc. Et je trouve qu'il y a de très belles rencontres via LinkedIn, en fait. Beaucoup plus qu'il y a quelques années, en tous les cas. Donc, voilà. Moi, je reste encore vigilante. assez attachée à tous ces réseaux. Mon mari me dit, non, mais arrête avec ton téléphone. Bon, bref. Mais bon, tant que j'ai encore quelque chose à observer, à dire, à partager, moi, je considère que voilà, j'ai toujours envie, quoi. Ça me plaît, encore une fois, je dis, je suis encore joueuse là-dessus. Et j'aime bien continuer à dire des choses ou à partager des choses en tous les cas. Et je cherche toujours des choses à partager qui peuvent être un peu à la marge, des petits sauts de côté, mais qui mettent un éclairage différent sur la profession et toutes sortes de professions. Ces soignantes qui se mettent à chanter, qui passent à la France un incroyable talent, enfin, des choses comme ça. Oui, bien sûr, ça ne change pas la phase des soins, mais si, quand même, d'une certaine façon. Et puis, ça donne une espèce de perspective, un peu de joie, quoi. C'est ça. La joie, voilà, parce que la joie... et du bonheur. Et du bonheur. Et honnêtement, et le plaisir, parce que le plaisir, en fait, c'est un mot, à l'hôpital, c'est tabou. C'est tabou. Tabou. Donc le plaisir pour les soignants, déjà, il n'y en a pas. Le plaisir pour les patients, alors là, on en parle encore moins. Mais le plaisir d'être là tous ensemble, finalement, et de travailler les uns pour les autres avec les autres, parce que quand même, il ne faut pas se le cacher. Même si je suis sortie des soins, cette profession, elle est magnifique. Oui. Donc, on reste soignant toute sa vie, je pense. On y reste. Et c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas d'autres professions avec une capacité à donner autant de quelque chose de réflexif dans l'immédiateté. On sait pourquoi on est là. Si on fait mal, on sait aussi pourquoi on le fait mal et pourquoi on nous le dit immédiatement. Le journalisme, on écrit, des fois, on n'a jamais de retour si c'est vraiment très très bien. Souvent, les retours qu'on a, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Donc ça aussi, c'est difficile à digérer parce que ça demande beaucoup d'énergie aussi, d'écrire, de faire de longs papiers, de longs reportages. Et souvent, on se dit, mais il est où c'est quoi le mérite, quoi? Qu'est-ce qu'on y trouve, quoi? Donc, c'est pas une profession. On dit les journalistes, ils sont narcissiques, mais non, parce que justement, on n'a pas ce retour qu'on a quand on est des professions de proximité où vraiment. C'est comme un enseignant, quoi. C'est pareil. C'est des professions qu'il faudrait vraiment défendre de ce point de vue-là, valoriser. Parce que on se souvient tous d'avoir eu un enseignant incroyable. Je crois qu'on se souvient tous d'avoir connu des soignants vraiment qui étaient des modèles. On se souvient tous d'avoir eu des patients avec qui on a lié des liens vraiment parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Et ça, c'est super, quoi. Donc, voilà, il faut malgré tout continuer de se dire que dans cette vie, c'est trop court, quoi. Il faut profiter de ce qu'on vit et essayer de le valoriser le mieux qu'on peut, quoi. Justement, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui voudrait se lancer maintenant dans la santé? Alors, c'est marrant parce qu'une année, pour le 12 mai, donc on avait lancé pas un concours, mais c'était lettre à un ami qui voudrait devenir infirmière ou infirmier. Donc on avait demandé à des infirmiers de métier, d'exercice, de nous envoyer des courriers, des lettres qu'ils écriraient pour dire quel beau métier, magnifique, etc. Moi, je crois quand même que cette profession, si on sait pourquoi on va l'exercer, qu'on a des garde-fous, et que la façon d'être managé, que ce soit pendant ses études ou ensuite quand on arrive dans les services, avec une bienveillance. Alors ce mot bienveillant, c'est comme c'est galvaudé, quoi. Mais en tous les cas, de pair à pair avec les valeurs du soin,
c'est-à-dire l'accompagnement, la réflexion, le fait de comprendre qui on est, qui on a en face de soi, que derrière un soignant, il y a une personne avec ses sentiments, ses blessures, ses richesses, etc. Tout ça, c'est ça aussi qui fait la force d'un soignant. Donc, si à un moment donné, il y a quelque chose qui lui fait mal et qui vient le blesser, le heurter, ça peut l'abattre. Comme quelque chose à l'inverse qui va le valoriser parce qu'il aura eu une très belle expérience, eh bien, pour le restant de sa carrière, même si on ne parle plus vraiment de carrière, en tous les cas de son exercice, il va être porté par ça. Impacté. Donc, moi, je dirais qu'il faut vraiment tout un environnement. C'est une profession qui a vraiment de très, très beaux jours devant elle, parce que des patients, il y en aura, et il y en aura de plus en plus. Vraisemblablement, même si les conditions d'exercice vont changer. Et donc, c'est une profession où, normalement, l'emploi est assuré. Et si on aime les gens, si on aime la relation à l'autre, alors au-delà du fait de se dire moi, je fais soignant parce que je veux faire du bien à l'autre. Enfin, je veux dire, il faut sortir l'empathie à des limites. Hein. On est empathique. Il faut sortir certes, du fantasme du soignant. Voilà, quoi. Mais on n'est pas là juste pour... on n'est pas des saints, on n'est pas des religieux, on n'est pas, etc. On est des professionnels de santé, quoi. Donc, c'est porteur d'avenir, mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit... il ne faut pas exercer dans n'importe comment. Il faut vraiment être bien encadré. Et pour ça, je pense que les infirmiers de métier qui ont vraiment déjà une longue expérience doivent faire preuve beaucoup d'intérêt pour ces jeunes professionnels en devenir qui sont là, leur montrer, les accompagner, d'être des référents. Et pour ceux qui justement en ont un petit peu assez d'être confrontés à des patients, c'est une belle fin de carrière, entre guillemets. C'est une opportunité de sortir, d'accompagner, d'être référent, voilà. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas très très bien, ça, je crois. Encore. Aujourd'hui, le mentorat et le tutorat au sein des services, c'est très... à partir du moment où tu n'as pas les moyens déjà encore le valoriser, de mettre en œuvre des équipes complètes pour soigner tes patients, il n'y aura pas de temps à dédier au tutorat. Donc, effectivement, je comprends très bien qu'un jeune étudiant qui arrive dans un service avec des professionnels qui partent dans tous les sens parce qu'il manque du personnel, etc., qui n'ont pas de temps et qui sont lâchés dans la nature comme ça, ça ne peut pas marcher, quoi. C'est trop dur. Ouais. Donc, c'est une évidence. Mais oui, si on n'y croit pas, qui va croire pour nous, quoi. C'est clair, non, mais en fait, il faut être au fait que ça reste malgré tout un super beau métier, qu'il y a plein d'opportunités, qu'il y a plein de choses à faire, et si ça ne vous convient pas et que vous vous rendez compte plus tard, presque c'est pas grave. Oui, voilà. Mais il ne faut pas se priver d'essayer. Voilà, et en plus, avoir l'esprit ouvert. Moi, je dis toujours, c'est ma formule, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, c'est ma phrase fétiche. Voilà. Donc, à partir de là, effectivement, il faut avoir l'esprit ouvert, quoi, parce que c'est un métier aussi qui ouvre énormément de possibilités et qu'il faut être à l'affût de tout ce qui se passe, quoi. Ne pas rester... j'en ai connu, moi, des gens qui étaient dans ma promo de l'époque. Alors maintenant, ils sont comme moi, ils sont un petit peu sur la touche, ou en tous les cas en passe de lettres, mais qui n'ont pas changé d'un iota, quoi. Et qui finalement, je veux dire, arrivaient à 55 ans, ils ne pouvaient plus supporter leur profession, quoi. Oui. Ils détestaient leurs collègues, ils détestaient les patients, ils n'avaient plus de patience. Enfin bon, c'était plus possible. Donc ça, il ne faut pas arriver à ça, quoi. Il faut bouger avant. Il faut bouger. Donc là, moi, à l'heure actuelle, je me dis, tant que j'ai encore un petit peu de vista, que ça m'intéresse, je continue à regarder, à observer, à partager des choses qui me sont chères. Et puis, voilà, quoi. À 65 ans, je me dis, c'est un peu comme la phrase de Groucho Marx qui disait... dans tout vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. C'est un peu ça. Voilà. Donc, je continue à y croire, moi aussi. J'aime beaucoup. On finit toujours par une anecdote. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager ? Alors, de soi ou pas forcément, de ton... Une anecdote. Alors,
C'est une anecdote de soins dont je me souviens et que j'ai racontée il y a pas très très longtemps, que j'ai écrit parce que je m'en suis souvenue. J'étais donc infirmière et je travaillais dans un service d'imagerie, je travaillais au scanner. Donc en fait, j'accueillais les gens, j'installais la perf pour injecter de l'iode, etc. Et donc on travaillait avec des radiologues et qui n'étaient pas toujours très bienveillants par rapport à la pendule, n'est-ce pas ? Ils n'en avaient rien à faire, du retard, etc. Donc ils prenaient leur temps pour peu qu'il y ait une urgence ou quoi que ce soit. Les gens qui avaient des rendez-vous très précis, c'est comme aujourd'hui, hein, quand on arrive pour un rendez-vous à 11h, il y a de grandes chances qu'on soit pris à 12h15. Hein. Mais donc, je me souviens très très bien de ce jour-là où donc le radiologue, qui était une sommité en matière de radiologie du cerveau, était là, perdre son temps, discuter, etc. Et dans la salle d'attente, il y avait déjà beaucoup d'attentes, de retard. Et donc, il y avait notamment une petite dame, une petite grand-mère, qui, parce que alors, évidemment, quand on est infirmière dans ce cadre-là, on sort et on essaye de rassurer les gens, mais c'est fallacieux. Hein. Ouais. On ne peut pas dire, il y a un radiologue, il est là, mais il est au café. Voilà, il est au café, etc. Donc oui, il y a eu de retard, excusez-nous, non mais ça va aller, etc. Et ça, une fois, 2 fois, et cette pauvre grand-mère qui était là, qui attendait. Et puis donc, le radiologue décide qu'à 12h15, alors qu'il avait déjà 1 heure de retard sur son programme, il va sortir déjeuner. Alors on se dit, il va sortir déjeuner, il va aller chercher un sandwich et puis il va revenir, quoi. Eh bien non. C'est-à-dire, il est sorti, il est revenu 1 heure après. Donc, entre-temps, moi, j'allais dans la salle d'attente, essayer de calmer la colère qui montait. Et cette pauvre dame, quoi, qui était là, qui était fatiguée et qui voyait le temps passer, etc. Et je lui dis, au bout d'un moment, j'ai dit, l'argument fallacieux, non, ça ne va pas le faire. Je lui ai dit, écoutez, le radiologue est sorti déjeuner et donc, on l'attend. Bon. Donc sur ce, il revient, le programme continue et la petite dame donc, finit par passer et elle lui dit, droit dans les yeux, écoutez monsieur, franchement, la prochaine fois, quand vous voyez qu'il y a du retard comme ça sur votre programme, monsieur, mais n'allez pas déjeuner, restez avec nous. Enfin, essayez de... Donc là, j'ai eu un regard, mais... ultra noir du radiologue qui a dit mais elle a vendu la mèche en fait, elle a dit quelque chose, le truc s'est passé, j'ai failli être virée tout simplement. Ah oui, d'accord. Il a failli me virer vraiment de ce service parce que j'avais osé dire la vérité, mais à un moment donné, il faut être du côté du patient, quoi. Ah bah oui. Donc, j'ai dû aller me défendre à la direction des soins, expliquer que, au bout d'un moment, moi, je ne pouvais plus dire des arguments. Et surtout que c'est toujours toi qui est les pots cassés, quoi. Et qu'en plus, il y a un moment donné, nous, on ne peut pas se faire engueuler parce que le radiologue est allé à l'extérieur. Et donc, ça s'est pas mal fini, mais disons qu'après, d'abord, il a été un petit peu plus observant quand même sur cette problématique qu'il avait. Et on a continué à travailler, en bonne intelligence, mais sans plus, quoi. Mais il n'y avait pas d'affinité. Mais en tous les cas, je me suis dit, là, on est vraiment du côté du patient, quoi. Et ça, c'est important, par moment, quand on est soignant. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Pour finir, si nos auditeurs ils veulent te retrouver, t'envoyer un petit message, où est-ce qu'ils peuvent le faire ? Alors, je suis disponible sur LinkedIn. Hein, j'ai un profil Instagram, j'ai un compte Twitter. Donc, je suis disponible pour répondre à toutes les questions. Si tu nous autorises, on mettra dans la description les liens comme ça. Absolument, et généralement, je le fais assez volontiers quand les gens me disent « Mais comment vous avez fait ? » Et alors là, ça recommence. Tu les renverras dans le podcast. Je l'ai déjà raconté. On commence à raconter sa vie. Donc, en tous les cas, merci pour cette grande rétrospective merci à toi professionnelle. Pour tout ce partage qui est passionnant. Et en tous les cas, c'est bien de faire ce podcast. Je trouve qu'au moins donner la parole. Bon, alors nous, on ne se rend pas compte souvent qu'on a des parcours. Bien sûr, on sait qu'ils sont atypiques, mais c'est dur d'être objectif. En tous les cas, son propre parcours. C'est important de partager ça parce que ça donne de la perspective. Et par les temps qui courent, on l'a dit, on l'a répété, il faut vraiment de la perspective positive. Donc chacun défend son... Tout à l'heure, tu disais que le partage dans ce milieu se fait trop rare. Ouais. Et malheureusement, très peu prennent la parole.
Et c'est ce qu'on constate, c'est justement ce qu'on essaye de faire, par des témoignages comme le tien ou par d'autres, de justement dans un podcast comme celui-là, pouvoir le partager le plus possible, parce qu'on se rend compte que c'est ce qui manque beaucoup. Donc, Et c'est vrai que moi j'ai croisé quelques infirmières qui étaient devenues, enfin qui devenaient journalistes aussi, qui étaient en master, etc. Mais c'est ultra rare sur la place. On est très peu des profils comme le mien. Je crois qu'il n'y en aura plus quand moi je mettrai un point final à tout ça. Mais en tous les cas, franchement, je trouve que on a des choses à dire et que cette double casquette, elle est riche parce que d'abord, ça facilite aussi les relations. Puisqu'en fait, on sait de quoi on parle, puisqu'on a vécu les choses. Et c'est plus facile souvent d'induire une relation, une discussion, d'aller à l'essentiel, parce que voilà, on sait ce qu'on a vécu et on n'a pas besoin de passer par des chemins très, très compliqués, détournés pour faire parler les gens. Donc ça, c'est intéressant. Et voilà, il faut être fier de ce qu'on devient au fur et à mesure dans la vie. Hein. C'est un petit peu, chacun a un parcours, et y trouver du sens surtout, parce que quand on n'a pas de sens, ça le fait pas, quoi. C'est trop compliqué à vivre. Bien sûr. En tout cas, merci pour ton partage. Eh ben, merci à vous, en tous les cas. Merci beaucoup, et puis au de plaisir. m'avoir reçu. Au plaisir, sur les réseaux, n'est-ce pas? C'est ça. À bientôt. À bientôt, merci.